Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, 1860-1865, prononçait lors du discours de Gettysburg: la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce que ce concept transposé de l'Occident en Afrique convient-il aujourd'hui à nos pays africains? Nous allons en parler aujourd'hui dans votre émission préférée, le débat du jeudi, avec deux invités spéciaux. On aura un ami que vous connaissez du Niger et un autre qui est un nouveau sur l'émission. Il est de la Guinée. Je vous les présente tout de suite. Du débat du jeudi, comme je vous l'ai annoncé tantôt, nous sommes dans un débat spécial aujourd'hui. On parlera de la démocratie et je vous présentais tantôt nos deux amis. Nous avons un nouveau invité du débat qui s'appelle Nemaswa Abba. Il nous vient de la Guinée. Et votre ami de tous les jours que vous connaissez déjà, ce visage, il est gravé dans vos mémoires déjà. Il s'appelle bien sûr Diapenda. Alors, aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation sur le débat du jeudi. J'espère que vous êtes bien installés et que vous avez beaucoup de choses à dire aujourd'hui par rapport à la démocratie, mes chers invités. Exactement. Ok. Alors, sans plus tarder, moi je vais commencer déjà avec notre nouvel ami, pardon. Il s'agit de M. Nemaswa Abba. Vous venez de la Guinée. Nous allons parler de la démocratie et je vais directement commencer par vous. Oui. Alors, que vous inspire ce régime que nous appelons une gouvernance basée sur la démocratie? Ça vous inspire quoi? Parfait. Donc, je vous remercie d'abord et je remercie votre courage que vous avez entrepris. C'est une très belle initiative. Et en plus de cela, je prie Dieu que cette initiative-là soit et continue à l'avant. Merci. Et en plus de cela, bon, moi je peux ajouter que la démocratie, c'est vraiment une très belle initiative qui a été mise en place selon le discours de Abraham Lincoln, qui vient de dire. Donc, parce que, compte tenu de cette hypothèse que Abraham Lincoln a lancée, il faut avoir un épicentre. Et l'épicentre de cette démocratie, c'est le peuple. Et tout est engendré par le peuple. Et tout est exercé par le peuple et tout s'applique sur le peuple. Mais, comparativement à nos politiques actuelles de l'Afrique, on voit que les Africains, d'abord, pour le début, je m'excuse du mot, ils ne sont pas d'abord aptes à vraiment répondre aux critères de la démocratie. Donc, selon vous, les critères de la soi-disant démocratie que nous exerçons en Afrique aujourd'hui ne correspond pas aux réalités. En réalité. Et cela me pousse directement à vous couper un peu la parole et à demander à Diapenda, M. Diapenda. Alors, vu ce que vient d'expliquer notre cher ami, est-ce qu'on peut imaginer une démocratie à l'africaine? Donc, je remercie d'abord le débat du jeudi, donc comme le frère vient de le dire, de m'avoir invité comme d'habitude. Et je remercie aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent donc de près ou de loin et qui apportent vraiment leur soutien pour que la voix du peuple et la voix de la jeunesse africaine puissent se faire entendre partout dans le monde. Et concernant le sujet de la démocratie, effectivement notre confrère, notre compatriote africain, guinéen vient de le dire, que la démocratie c'est vraiment un concept que nous avons reçu en Afrique, mais que les Africains ne sont pas aptes. Ça c'est une réalité. En Afrique, on ne peut pas appliquer la démocratie occidentale. C'est-à-dire, nous, on parle de la démocratie, quand on dit démocratie, c'est le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais ces peuples qui aujourd'hui se battent pour cette démocratie ne bénéficient pas de cette démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie. La démocratie est juste, c'est-à-dire, elle est conçue en Afrique par certains leaders politiques juste pour défendre d'abord leurs intérêts et leurs biens en Occident. Ce n'est pas entre l'Afrique, c'est pas entre les gouvernants et les Africains, mais c'est entre les politiques africains et l'Occident, cette démocratie que nous avons en Afrique. Une démocratie africaine, il faut d'abord que la jeunesse et le peuple d'Afrique il faut une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est-à-dire de revenir à nos origines, à nos réalités, à nos valeurs. Nous avons une histoire.
nous devons régraver notre histoire sur la roche. L'Afrique a une histoire, le peuple africain a une histoire. Oui, donc vous, selon vous, c'est déjà revenu aux origines, mais en agissant, il faut vraiment des actes concrets. Il ne faut pas dire juste revenu aux origines. Oui, mais si on revient à nos origines, c'est-à-dire là, on aura des actes concrets, c'est-à-dire on aura vraiment des projets et on va poser vraiment des actes, c'est-à-dire des preuves palpables, c'est-à-dire si nous prenons nos valeurs en main, je pense que tous ceux qui vont nous gouverner, ils vont comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est au service du peuple. Et ce peuple doit comprendre que aucun dirigeant ne peut y arriver sans l'accord de son peuple. Donc comment aujourd'hui le peuple peut revenir à ses origines? Mais c'est le peuple qui est élu. Le peuple élu, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe en Afrique. Normalement, dans les normes, c'est le peuple qui doit élire. Mais actuellement, vous le savez, monsieur le journaliste, il y a la main qu'on ne voit pas qui élit. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont là, ils ont passé leur séjour en Europe. On va revenir. Là, vous êtes en train d'aller sur notre sujet, mais je suis sûr qu'on va en revenir si le temps le sent. Mais déjà, je vais vous couper la parole simplement et demander à M. Neymar. Alors, vous avez tantôt mentionné quelque chose qui était très important, c'est l'épicentre, le peuple. En tant que peuple, citoyen, quel est l'impact normalement d'un citoyen dans ce processus de démocratie dont on parle? Parce que M. Diapenda, il a parlé tantôt du pouvoir du peuple qui n'est pas vu, on ne voit pas vraiment l'action du peuple. Mais quel devait être l'impact de ce peuple que vous avez caractérisé comme l'épicentre même de la démocratie? Je vous remercie pour cette question. Donc, moi, si je prends d'abord le peuple, d'abord, comme tantôt j'avais dit que le peuple était l'épicentre de toute démocratie, c'est quoi? C'est parmi ces peuples-là où sortent ces dirigeants. Et les peuples sont représentés. Il y a des représentations du peuple. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est eux qui sont là comme la voix du peuple. Normalement, le pouvoir part d'eux. Et si le pouvoir part d'eux, normalement, l'exercice de ce pouvoir-là, ils doivent avoir la capacité aussi de pouvoir veiller sur ça. C'est pourquoi il y a un écrivain du nom de Karl Popper qui avait dit que normalement, le peuple est apte à mettre en place un gouvernement et ils peuvent encore être aptes à contrôler ce gouvernement. Et si ce gouvernement-là ne répond pas aux critères, vraiment, ou à l'engagement qu'ils ont pris, le peuple peut enlever ce gouvernement-là, mais non pas par la violence. Non pas par la violence. Donc ça se passe dans les urnes. Et ça se passe aussi dans les manifestations pacifiques. Oui, mais si vous mentionnez les urnes, je crois que M. Diapenda ne sera pas d'accord avec vous parce que lui, il a carrément dit tantôt que les urnes, ça ne vaut rien en Afrique. Ok. Non, les urnes, ça ne vaut rien en Afrique. Voilà, maintenant, pourquoi les urnes, ça ne vaut rien en Afrique? Parce qu'il y a deux influences sur nos politiques en Afrique. Vous les citez? Les deux influences, il y a l'influence extérieure et il y a l'influence interne aussi. L'influence interne, il y a d'abord la pauvreté qui est là au sein de la population, qui fait de telle sorte que nos engagements, nous ne pouvons pas respecter. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit en Afrique. La population peut décider, oui, je suis contre ce dirigeant. Oui, ça, si vous le dites, certains seront d'accord avec vous parce que l'élection présidentielle au Cameroun, tantôt, Voilà. où on a même traité certains, excusez-moi du terme, de sardinat, des gens qui ont pris des pains de sardines pour aller faire un vote. Tu as vu? Bon, ça reste encore un peu. Tu as vu? Là, on peut vous donner un peu raison. Ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a des divisions ethniques aussi. Comme chez nous aujourd'hui en Guinée, je peux prendre un exemple là-bas. Celui qui va venir, oui, je suis un Maléké. Les Malékés s'alignent derrière le Maléké. Je suis le peuple s'aligne. Ils ne cherchent pas à comprendre le projet, le programme de développement du politicien qui vient dans le pays. Eux seulement parce que ce dernier-là est issu de leur lignée, tout le monde le suit. Et par finir, il y a un obstacle devant. Ils sont encore les mêmes personnes encore assorties dans la rue. C'est ces problèmes-là qui nous trouvent au niveau interne. Donc d'abord, pour que la démocratie qui est là, proprement dite, soit appliquée en Afrique, d'abord il faut que ces divisions ethniques-là soient résolues entre nous. Ça c'est un premier point. Ça part d'abord de la conscientisation de la population. Donc, et au fur et à mesure que nous allons évoluer, va venir maintenant la lutte contre la pauvreté, parce que tout le monde sait que c'est l'un des fléaux du monde aujourd'hui. Donc tout le monde lutte contre ça. Et quand je parle de l'influence externe, il y a l'Occident qui met sa main dans nos politiques. Et
devant cette influence-là, nos dirigeants gardent leur silence. Et le silence de nos dirigeants nous crée des problèmes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas prendre notre décision propre à nous. Vous allez voir l'Union africaine, vous allez voir la CEDEAO, vous allez voir tant d'organisations. On a ces organisations-là bien structurées. Bien structurées. Mais pourquoi les décisions ne sont pas prises dans ces organisations-là? Je crois que M. Diapenda va répondre à votre question. Il demande pourquoi ces institutions, telles que la CEDEAO, l'Union africaine, n'agissent pas pour qu'une démocratie soit bien exercée. Bon, moi, ce que je peux dire sur cette question, premièrement, l'Union africaine. Déjà, je parle de l'Union africaine parce qu'elle est la plus grande institution aujourd'hui en Afrique. L'Union africaine, même dès au départ, à la base, c'est quelque chose qui est mal fondé. Parce qu'aujourd'hui, pour être membre même de l'Union africaine, moi je l'ai dit en tant qu'Africain, si j'étais à la place de certains responsables ou bien des présidents, il y a beaucoup de pays dont je peux disqualifier. Parce que je ne peux pas accepter un pays où le peuple souffre par manque de soins médicaux à cause d'un centime d'euro, par manque d'un centime d'euro pour se soigner dans le pays et que ce président vienne aujourd'hui s'asseoir dans le Parlement pour dire qu'il va parler de l'avance. Mais les pays africains, beaucoup de pays africains, ils viennent de dire son pays, la Guinée, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous constatons tout cela. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas quelque chose, mais au départ, tout ce que vous venez de dire, j'ai vraiment écouté, apprécié. Vous avez parlé du pouvoir du peuple, des parlementaires qui doivent représenter le peuple. Ça, c'est des parlementaires qui sont là pour défendre des fins politiques en Afrique. C'est des parlements, aujourd'hui, des personnes qui ont été élues dans leur localité. Même les membres, les personnes qui les ont élus, ils ne les ont jamais revus. Ils partent au moment des campagnes. Une fois au pouvoir au Parlement, ils ne défendent que leur intérêt. Les business, s'ils ne vendent pas du ciment, ils vont vendre le fer, soit de l'immobilier, ils vont rentrer dans le business et oublier ce peuple qui les a même élus. Donc ne comptent même pas sur le Parlement africain, certains pays africains. Aujourd'hui, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEDEAO, elle existe. C'est une organisation qui doit protéger les Africains. Aujourd'hui, entre le Niger et le Burkina, les polices, les gardes frontalières du Burkina et du Niger sont en train de racketter le peuple qui souffre, qui ont des papiers légaux. Vous parlez de CEDEAO, quelle CEDEAO? La CEDEAO, c'est une organisation comme toutes les organisations machiavéliques en Afrique. Parce que je ne peux pas comprendre, CEDEAO existe, les Noirs tuent les Noirs en Afrique du Sud. Il n'y a pas de CEDEAO. Donc, en Afrique, rien n'est vraiment fondé sur une réalité. Soit nous acceptons de reconnaître notre tort, notre erreur de revenir en arrière, ce n'est pas une honte, et de partir tous à l'avant, soit nous laissons périr notre continent. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de quelque chose. Tous ces intellectuels que nous constatons aujourd'hui qui se disent qu'ils ont fait des études dans les universités, Harvard, et aujourd'hui c'est eux qui doivent gouverner, une fois au pouvoir, ce n'est pas les diplômes qui gouvernent les nations. Ce n'est pas aujourd'hui le fait de faire toutes les universités qui gouvernent les nations, non. Gouverner une nation, c'est avoir le patriotisme. Avoir le patriotisme et comprendre que sans cette nation, on n'est rien. Ce n'est pas l'intellectuel, ce n'est pas le fait de déchiffrer que j'étais économiste pendant 25 ans à la FMI, au FMI. FMI, c'est quoi? Et tous, ils défendent leur intérêt. C'est les trafics de l'art, des armes, de la drogue, tout ça, on connaît ce qui se passe. Donc nous, les Africains, il faut que nous acceptions de vivre simple. Thomas Sankara l'a dit, paix à son âme. Pour vivre tranquille, il faut être au fond de toi, reconnaître que tu es un Africain, aime-toi tel que tu es, mais il ne faut pas aussi disqualifier les autres parce qu'ils n'ont pas la même couleur que toi. Non, la couleur est la dernière des choses, comme je l'ai dit. Nous, les Africains. Justement. Là, vous me poussez jusqu'à revenir avec M. Nema. Je vais simplement me focaliser sur ce qu'a dit M. Diapenda, parce qu'il a parlé des parlementaires qui doivent défendre. Mais chez vous, par exemple, en Guinée, on va faire directement la transition de cette façon. En Guinée, l'actuel président, il a été opposant. Il a défendu le peuple, homme et bec, et aujourd'hui, il est au pouvoir. Donc, une fois au pouvoir, il a révélé ce qu'il est. Parce que bientôt 2020, les élections, lui qui a promis ne pas revenir, revient. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vous remercie pour cette question aussi. Moi, d'abord, avant que je ne vienne à son régime, au régime de Alpha Condé,
je vais d'abord montrer la faiblesse de nos parlements depuis les temps anciens. Par exemple, si je prends la transition de Sékou Touré à Lansana Conté, normalement, après la mort de Sékou Touré, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir, organiser les élections dans les conditions normales. S'il y a une démocratie digne de nous dans un pays, c'est eux qui devaient organiser les élections, mettre le président qu'il faut. Mais cette Assemblée avait montré son incapacité. C'est pourquoi en ce temps, les militaires, au lieu d'abandonner le pouvoir, ils ont pris le pouvoir par coup d'État. Après encore, Lansana Conté a régné. Après la mort encore de Lansana Conté, c'est les mêmes choses qui se sont reproduites encore. Oui, mais ce que moi je dis, c'est très simple. Un opposant qui a défendu le peuple comme lui l'a souhaité, qu'il faut que les parlementaires défendent. Lui, il a défendu le peuple durant 40 ans. des années, justement avec précision 40 ans, et puis il prend le pouvoir aujourd'hui. Et il nous montre qu'il n'est que le miroir des autres. Ouais, c'est ce que moi, c'est ce qu'on avait, j'avais évoqué au début. Bon, la démocratie en Guinée, ça s'arrête au niveau des élections. Je vais vous dire la franche vérité. Quand les politiciens viennent, ils sont démocrates en ce temps. S'ils n'ont pas le pouvoir. Mais dès qu'ils ont le pouvoir en Afrique, ils changent de critères, ils deviennent des dictateurs. On a vu beaucoup de présidents. Quand tu prends Idriss Déby aujourd'hui, il a fait combien de mandats au pouvoir? Quand tu prends au Cameroun, la Guinée, ils ont fait combien de mandats? C'est pas pour te couper la parole, mais aujourd'hui, moi, je préfère 1000 fois un dictateur patriote qu'un démocrate corrompu. Moi, Justement. Voilà, maintenant pour Alpha, il connaît, même s'il n'était pas, il n'était pas, je peux dire, assis en Guinée, il partait en Occident, il revenait, mais il connaît quand même les réalités du pays. Et là, il a eu l'occasion d'être le président. Il a eu l'occasion d'être président. 40 ans, il est en train de chercher le pouvoir. Moi, je me disais que lui-même, quand il sera en Guinée, mais les choses seront dans les normes. Mais les Guinéens sont étonnés aujourd'hui de voir les choses changer. Comment se fait-il que lui, il a fait 10 ans, je peux dire 2 mandats, sur une constitution qui était établie? Pourquoi dès son premier mandat, il n'avait pas cherché à reformuler la constitution qu'il veut reformuler aujourd'hui? Alors, vous, M. Diapenda, M. Nema a évoqué un point très sensible qui semblait vous intéresser tantôt. Il a évoqué un point très très sensible, la dictature. Et vous avez dit que vous préférez la dictature. Effectivement, moi, je préfère 1000 fois un dictateur patriote qu'un démocrate corrompu. Donc, il venait tout à l'heure de parler de la politique de la Guinée. Bon, moi, je ne peux pas du tout parler sur cette politique. Je suis africain, mais je ne peux pas attaquer les présidents parce que j'ai beaucoup de respect pour le peuple africain. Mais les présidents africains, si ils étaient une famille de tous, dans un autre pays, je peux les attaquer sans avoir vraiment froid aux yeux. Mais là, il y a un minimum de respect pour le peuple africain. Ils viennent de le dire de la Constitution. La Constitution, c'est un mécanisme qui a été établi et mis en place pour protéger ces hommes politiques que nous constatons, qui crient. C'est-à-dire, ils ont été à l'école et ils pensent que c'est comme je vous l'avais dit, être intellectuel. Tout le monde, vous avez dit, Alpha Condé est resté à l'opposition pendant 40 ans. Il était en Europe, il n'était pas sur place en Guinée, mais il connaissait la réalité du pays, qui les donnait. Il a sûrement, avec des personnes avec qui il collabore. Donc cette même constitution-là, c'est le peuple qui met cette constitution en place. Et eux, les politiques, ont toujours leurs articles, les articles qui les protègent, qui protègent tout ce qu'ils ont détourné contre le peuple. Tous les biens qu'ils ont détournés de l'État, cette constitution, il y a un passage dans cette constitution qui les protège. Voilà pourquoi ils n'ont pas foi, ils n'ont pas peur. Aujourd'hui, un président, après 2 ans de mandat, vous venez dire que, voilà, vu que vous êtes dans un système démocratique, vous ne pouvez pas dire que vous allez essayer de changer encore et modifier la Constitution tant que le peuple n'est pas d'accord. Mais si vous dites que vous allez faire ça, c'est que vous, d'ailleurs même, vous avez montré... Il y a souvent un référendum. Oui, effectivement, il y a un référendum, mais il faut passer. Aujourd'hui, si on a le pouvoir, monsieur le journaliste, peut-être vous connaissez mieux que moi la politique africaine. Vous avez le pouvoir et vous voulez un 3e mandat. Au référendum, vous allez forcément passer. Non, mais astucieusement, par exemple, moi je vais
aller, je vais vous prendre en contre-pied. Par exemple, chez vous, on présente un schéma aujourd'hui qui vous fait croire que votre président, il est différent, qu'il ne veut plus un nouveau mandat. Mais celui qui va le remplacer, il est dans son camp. Exact. Chez nous, c'est un autre cas. Astuce. Chez nous, c'est un autre cas. Le président de la République, chez nous, il sait que le Niger, il ne peut pas le faire parce qu'ils ont renversé un président parce qu'il voulait faire un troisième mandat. Ils ont renversé. Le président qui a été renversé aussi, c'est un président qui fait partie vraiment parmi les meilleurs présidents du Niger qui ont gouverné notre nation. Et ils ont renversé cette personne parce qu'il voulait faire un troisième mandat. Donc le président, il se fout. Il ne va pas faire un troisième mandat, il va sortir. Mais son chouchou va faire le troisième mandat. Même si, de toutes les façons, c'est une politique du Niger, c'est une politique vraiment très compliquée. Nous avons aujourd'hui un opposant qui est vraiment poursuivi à l'échelle internationale. Il est même, je pense, chez vous, au Bénin. Aujourd'hui, il est sous la protection de talent. Et nous avons dans notre pays des partis politiques, un général qui avait renversé le régime précédent. Donc maintenant, il a créé aussi lui son parti politique pour venir. Donc c'est là que moi j'ai compris que le peuple doit comprendre que vraiment ces hommes politiques, c'est pas qu'ils ont une vision pour le peuple. Ils sont tous là pour défendre leurs intérêts. Parce que dans un pays où vous trouvez manque de santé, manque d'éducation, manque d'eau potable, nous avons une compagnie étrangère, Areva, qui exploite plus de 45 ans notre uranium et le peuple est malade. La maladie a été causée par ces radiations et qu'on n'a jamais vu des hommes politiques ou des parlements qui défendent le peuple. Mais on voit toujours des nouveaux groupes politiques qui naissent, on voit toujours des hommes politiques qui se font forts. C'est le principe de Non, aujourd'hui, c'est pas ça qui cause le problème. Mais avant d'installer une politique, il faut connaître d'abord le peuple. Ils ne connaissent pas, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas la réalité du Niger. Et ce qui est là aujourd'hui, si on regarde, même la justice, elle est au courant, la Cour constitutionnelle, toutes les institutions fortes de la République savent que c'est impossible, on ne peut pas être aujourd'hui, comme vous voulez le dire, qu'il a désigné déjà quelqu'un, comme voilà, la personne, aujourd'hui la personne a violé les principes de notre constitution. On ne peut pas être au pouvoir et être ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, ce ministre même, il se permet d'utiliser les forces de l'État, les biens de l'État pour aller battre campagne politique. On ne peut pas prendre une voiture ministérielle pour aller battre campagne avec. Dans un pays où on dit qu'il y a la démocratie. Ça vous me faites penser pieusement à quelqu'un qui dit souvent, pour résoudre ces problèmes, il faut balayer toute cette génération. La vieille classe politique, moi je l'ai toujours dit. Je lui fais un spécial pour vous, il se reconnaîtra parce que lui, selon lui, il faut balayer toute cette vieille classe. Ça fait 4 ans que j'ai fait un combat sur Facebook, peut-être si vous êtes sur ma page. La vieille classe politique, moi j'ai dit de notre pays, du Niger, elle a échoué. 30 ans, on les a donné la confiance, le peuple les a confiés, la nation, le peuple les paye, les salaires, les soins médicaux. Pour eux, pour leur famille, tout ce qu'ils vivent, c'est au dos du peuple. 30 ans, ils n'ont rien changé. Est-ce que vous pensez faire le travail de la jeunesse? Non, ce n'est pas moi qui va faire le travail de la jeunesse. La jeunesse, elle est consciente. Vous savez? Oui, mais la jeunesse, elle a besoin de vous. Vous êtes jeune. Exact. Je suis jeune aujourd'hui et je peux apporter aussi ma contribution en ce qui concerne mon pays. Mais moi, je ne cherche pas comme un nom. Déjà, vous le faites déjà en venant sur le débat du jeudi parce que le débat du jeudi, c'est donner la voix aux jeunes Africains. Donc, je suis sûr que quel que soit l'endroit où les politiques sont, ils vous écoutent actuellement. Et je vais rapidement revenir à M. Nema en lui posant une question très très stratégique. Alpha Condé va se représenter. Vous et moi, on n'a pas le pouvoir de l'empêcher. Mais on pense qu'il y a un opposant qui est là, mais qui est un peu aussi menacé. Je vais vous nommer M. Diallo. C'est le Diallo. Exactement. Diallo. Donc vous pensez qu'il va faire le poids face à Condé? Bon, moi, de mon côté, ce que moi je vais dire, comme on l'avait dit tantôt, que le pouvoir part du peuple, c'est au peuple de désigner. Quel qu'en soit le temps, c'est au peuple de désigner, c'est à la jeunesse guinéenne de faire une prise de conscience. Une tendance, parce que vous êtes guinéen. Oui, bon, moi... Quelles sont les chances de dialogue? Quelles sont les donc, chances moi, en réalité, tous ces gens-là ont servi dans les gouvernements précédents. Dans les gouvernements précédents, c'était toujours les mêmes choses. Beaucoup ont été poursuivis.
Donc, Vous avez compris? Vous revenez sur Voilà. l'article selon Donc, moi, c'est que il faut cette- balayer la classe politique et laisser ancienne. passer qui? Donc, quand on balaye la classe politique, donc c'est pourquoi moi je dis, il faut qu'il y ait d'abord des préparations. Avant qu'on ne balaye, il faut préparer le terrain. Parce qu'il ne faut pas juste balayer et laisser le terrain comme ça, qui va diriger personne. Tu as vu? Donc aujourd'hui, après eux, ce qui fait que la population est embarrassée par ces problèmes-là, parce qu'après eux, on ne voit pas d'abord un leader qui peut faire l'affaire du peuple. C'est pourquoi on fait souvent des mauvais choix. Sinon, comparativement à ce qui s'est passé précédemment, pour le cas de Alpha, les gens ont compris que voilà. Et vouloir aller du pire, on préfère aller au mauvais. On préfère aller au mauvais. Parce que comme ceux qui étaient là-bas déjà avaient travaillé dans la fonction. Et ceux-ci-là n'avaient pas pitié de la population. D'autres ont privatisé même les sociétés. Ils ont empoché l'argent là. Et ça s'est passé devant le peuple. Même si l'opinion internationale n'arrive pas à évoquer ces problèmes, mais ceux qui sont sur le terrain, ils connaissent ce qui se passe. Donc c'est pourquoi, et à travers aussi, comme les représentations ethniques, comme je disais tantôt au début, donc c'est ce qui nous a poussé. Chacun disait, ok, au lieu qu'on part encore aux anciens, on préfère essayer celui qui était là, parce que lui, il s'est déjà battu 40 ans. Peut-être comme il s'est battu 40 ans, on sait on pourra savoir si derrière au moins son idée ou sa pensée, il a au moins l'esprit patriotique. C'est pourquoi les gens avaient suivi, mais on a vu encore que c'était le contraire. Maintenant, qui faut-il donner la tête? À qui maintenant le peuple va donner sa tête? Moi, je pense que c'est la jeunesse, parce que Zapenda, il a évoqué la jeunesse tantôt, mais on voit que cette jeunesse-là même n'est pas prête, comme vous l'avez dit, parce qu'il faut une préparation, il faut retourner à nos valeurs, comme Zapenda, il aime le dita, il faut revenir toujours à nos valeurs. C'est nos valeurs. Alors, nous allons revenir de notre émission, et je vais donner l'opportunité cette fois-ci à mes deux invités de s'exprimer sur quelques petites astuces pour accomplir une belle démocratie en Afrique. Alors, je vais commencer habituellement, comme on le fait souvent avec notre cher Diapenda du Niger. Alors, M. Diapenda, vous avez, au vu et su de tout ce que vous avez dit, j'ai retenu qu'il faut d'abord balayer toute cette ancienne classe politique, ce qui est aussi le cas pour M. Nema. Et vous avez voulu aussi qu'il faut revenir à nos valeurs. Moi, j'aimerais juste que vous mentionnez du doigt quelques valeurs afin que cette jeunesse africaine prenne conscience, comme toujours l'a toujours voulu, de l'émission du débat de jeudi dans sa ligne éditoriale. Exact. Donc voilà, et moi j'ai toujours parlé de revenir à nos valeurs, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité, le patriotisme et l'unité. Donc aujourd'hui, et voilà pourquoi j'appelle à toute la jeunesse africaine de comprendre qu'il est de notre devoir de reprendre notre responsabilité en main, de tout faire pour combattre cette constitution, parce qu'en Afrique, nous avons presque les mêmes constitutions, de changer nos constitutions à l'image du peuple et de tout faire pour protéger cette constitution parce qu'elle est notre valeur, elle est notre principe. Donc, l'unité, la solidarité et la responsabilité de la jeunesse africaine doivent aujourd'hui vraiment se manifester. Alors voilà, pour vous, vous avez cité trois piliers, l'unité, la solidarité et puis, je crois, le patriotisme. Alors, je reviens pour finir avec M. Nema. Alors, vous êtes aussi pour cette idée de balayer notre constitution et remettre en place une nouvelle constitution et permettant en même temps de balayer cette classe politique pour vraiment rayonner et créer une démocratie à l'africaine. Je vous remercie. Et moi, ce que je vais ajouter, comme nous prenons, c'est que chaque personne a ses points forts et ses points faibles. Aujourd'hui, malgré nos dirigeants ont des points faibles, d'une part aussi, ils ont des points forts. Moi, je vais juste leur interpeller à faire une prise de conscience en eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'ils sont africains comme nous, qu'ils entendent les cris des peuples. Parce que sans un peuple, on ne peut pas parler d'un dirigeant. Qui sortent de leur silence aussi. Parce qu'ils sont restés dans leur silence. Et la peur, le silence, l'hésitation, c'est l'une des faiblesses d'un être humain. Donc ils doivent sortir de leur silence, de leur hésitation. Ils doivent sortir de leur peur pour
dire la vérité, pour se sacrifier pour dire la vérité, pour sauver leur peuple. Ça, c'est un premier point. Et donner aussi la liberté d'expression à leur jeunesse. Donner la liberté d'expression à leur peuple. Parce que c'est un peuple qui ne s'exprime pas. Comment le dirigeant, toi qui es là, tu peux comprendre les besoins du peuple? Justement. Il faut que le peuple s'exprime. C'est ce qui nous manque. Justement. Je crois que vous avez bien développé votre idée. Et déjà, c'est ce que nous faisons sur le débat de jeudi. Nous donnons la possibilité à cette jeunesse africaine de parler. C'est pour ça que nous invitons toujours à aller aimer, liker cette page-là, le débat du jeudi. Allez sur nos pages Facebook, YouTube, partagez surtout et vous allez rester toujours dans le fil de l'actualité toutes les semaines. Alors, amis internautes, nous sommes presque à la fin, je vais dire, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Alors, mes invités, M. Nema et M. Diapenda, nous vous remercions d'avoir participé, d'avoir pris part à cette émission de cette semaine. Alors, nous vous saluons et nous vous disons bonjour chez vous.